Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette conférence, cette table ronde. Ils ont repris, pourquoi pas vous, les clés pour réussir. Cette conférence, cette table ronde vous est proposée par les chambres de commerce. Et la Chambre de commerce et d'industrie, Lyon Métropole, Saint-Étienne, Roanne. Donc je vais peut-être demander à Anne-Marie Gourgan tout de suite de venir pour vous accueillir. Et puis on rentrera un petit peu plus dans le cadre de cette table ronde dans quelques secondes. Merci Michel. Donc je suis Anne-Marie Gourgan, bienvenue à tous et à toutes ici dans cette salle et puis bienvenue à tous et à toutes aussi sur le web puisque nous sommes en streaming live sur le Facebook de la CCI Lyon Métropole, donc c'est une grande première pour nous et ça nous met une petite pression supplémentaire. J'ai organisé donc cette conférence avec les membres du Club des repreneurs que nous animons à la CCI, les membres du Club des repreneurs qui vont faire un retour d'expérience et qui vont vous raconter les phases, les moments les plus importants de leur parcours et vous verrez que nous avons essayé de diversifier les expériences pour que vous puissiez tous vous y retrouver, je pense, j'espère. Et puis en conclusion, après on essaiera de tirer les bonnes clés de réussite pour ce parcours qui finalement est un parcours de vie et un parcours professionnel et qui parfois n'est pas aussi évident que ce que l'on pourrait penser. Donc merci à Frédéric, à Hélène et à Olivier de venir nous raconter leur histoire humaine de reprise ou pas, vous verrez, il y aura des surprises. Et puis merci à Pierre donc, qui est avocat, qui travaille avec nous et qui accompagne un certain nombre de dossiers sur la transmission. Donc ils croiseront leur regard pour vous éclairer, pour vous dire que quoi qu'il arrive, je pense que la reprise est un parcours intéressant et qui vaut la peine d'être entrepris et d'être vécu. On y va. Eh bien, tu as tout dit, y compris les choses essentielles, et c'est très très bien. Viens donc t'asseoir ici. Tu as présenté un peu tout le monde, et comme tu as dit, bien, au travers des différentes expériences de nos repreneurs, on va essayer de vous faire vivre ce que c'est que la reprise d'entreprise. Vous allez voir, il y a des choses qui bousculent un petit peu, mais c'est pas mal. Et puis je vais le servir, entre guillemets, de Pierre Cotascordi, notre avocat, parce que par rapport à ce qui sera dit sur certaines phases un peu plus, on va dire, techniques de la reprise, eh bien que tu puisses réagir à tout moment, voire surtout au moment où on va aborder cet aspect reprise. Quant à toi, Anne-Marie, ben, c'est quand tu veux. Allez, on est parti. Alors, tout de suite, Hélène, vous trois, j'ai envie de dire quand même, parce que quand je vous ai interviewé, le premier point qui sort, vous êtes dans des postes, ça va bien, bon poste, à responsabilité, dans des structures importantes. Puis alors, il vous prend l'idée de dire plus rien ne va, et qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, moi j'ai un parcours d'expert en gestion de la relation client au sens large. J'étais dans une grosse multinationale et en tant que directrice service client, j'avais effectivement un beau poste. Mais à un moment donné, au fil des restructurations, voilà, je ne m'y retrouvais plus. J'avais plus de sens en fait. Je ne trouvais plus le sens à ce que je faisais au quotidien. Et voilà, donc en fait, tout est parti de là et j'ai rencontré sur mon chemin Anne-Marie, il y a de ça maintenant 3 ans. 3 ans. On y reviendra, merci Hélène. Frédéric, vous vous retrouvez dans les propos d'Hélène ou pas trop? Oui, je partage. Effectivement, moi aussi j'ai eu un parcours dans l'industrie pendant une vingtaine d'années et puis un peu d'usure, des petites voix qui vous parlent au creux de l'oreille en vous disant va faire quelque chose à ta dimension, à ta main. Et puis voilà, des facteurs qui étaient pour moi, qui rendaient possible en tout cas ce départ vers cette aventure. Et puis voilà. C'est bon. Olivier, surpris par les propos que vous avez pu entendre? Pas du tout. Non. Moi, j'ai plus subi, mais effectivement, j'ai fait quasi toute ma carrière déjà dans le service aux entreprises, dans des grands groupes français et internationaux, bien que je sois autodidacte au départ. Et puis, j'étais dans des entreprises où nous étions dans des démarches de rachat, et puis un jour c'est moi qui ai été racheté, et comme on était deux, voilà. On en a vendu un. Absolument. Une petite précision, ce qu'on fera en fin de réunion, on s'accordera un moment pour que vous puissiez réagir et poser des questions aux différents intervenants. Olivier, on continue si vous voulez bien. On pense tout de suite à la reprise quand on quitte malgré soi ce poste-là ou... Alors pas du tout. On est dans une autre démarche. Dans un premier temps, j'ai voulu faire un break. Donc la recherche d'emploi, la recherche d'entreprise, c'était pas
j'étais pas prêt. Une fois que j'ai mûri, je me suis inscrit dans le cadre d'une recherche d'emploi traditionnelle dans une association qui s'appelle IEVA, qui est à Vèze, qui fait du placement de cadre et de jeunes diplômés. Je ne veux pas faire leur pub, mais c'est 400-500 postes à peu près pourvus par an. Il s'est avéré qu'il y a 3 semaines d'immersion, puis après... Et pendant ces 3 semaines, j'ai fait un certain nombre de tests, et entre autres, il est ressorti que j'étais plutôt fait pour l'indépendance que l'autonomie, alors que j'étais sur le Rhône-Alpes avec des sièges basés soit en région parisienne, soit en Champagne, donc plutôt autonome, plutôt tranquille. Et l'indépendance, c'est-à-dire c'est être soi-même, c'est pas dépendre d'eux et être capable d'eux, c'est le faire soi-même. Et voilà, ça a c'est ce qui a commencé à chatouiller un petit peu. Complètement. Et vous, Frédéric, on pense tout de suite, parce que le thème c'est la reprise, on pense tout de suite à la reprise, parce que déjà il y a une circonstance de vie qui va faire que vous allez vous poser des questions et pouvoir envisager le fait que on fait des choses, c'est ça? Oui, voilà. Moi c'est un petit accident sportif, un petit arrêt forcé à la maison. Temps de réflexion. Un peu de prise de recul. Et puis à se dire, mais qu'est-ce que je fais à ramener cette galère et est-ce que je ne serais pas mieux dans une autre galère? Enfin, dans ma barque à moi. Votre galère à vous. N'oubliez pas les étapes, on reste c'est pas fini. Un peu de larmes, hein. C'est vrai que les gens restent encore choisir la galère. Oui, tout à fait. Bon, c'était bien ça l'idée. Ouais. Donc, du coup, un travail de réflexion. C'est une démarche de réflexion que j'ai fait, pas tout seul, je me suis fait aider dans ce truc-là pour être bien sûr de ce choix-là. C'est quelque chose que je redirai, mais c'est clair qu'à tous les niveaux, il ne faut pas hésiter à se faire aider dans cette démarche, parce qu'on déjà, ne serait-ce que sur le fait, l'idée de vouloir partir là-dedans, sur après les différentes possibilités qu'il y a, et je sais qu'il y en a. Il y a aussi, il faut se faire aider, donc on y reviendra. Mais voilà, donc ça c'était pour moi la première étape. Et du coup, pour moi le projet était clair, je voulais ramener dans ma barque tout seul. Et donc pour ça, j'ai réfléchi, j'avais aussi une idée du domaine dans lequel je voulais le faire. Ouais. Et donc je suis parti en formation d'abord. Et puis je suis parti, ensuite moi j'avais la possibilité de le faire dans le cadre d'un essaimage. Donc je suis effectivement en congé création d'entreprise dans la société où je suis. Et puis après, voilà, plein de rebondissements. Excusez-moi. Ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est que suite à cette démarche, on s'orientait plutôt vers quoi? Parce que j'aimerais que vous reveniez sur ce que vous m'avez dit. On est plutôt sur un projet que vous identifiez, type bureau d'études, c'est ça? Oui, au début, j'étais dans une... Et puis le pourquoi, c'est ça que j'aimerais s'il vous plaît. Moi, l'idée, pour moi, c'était de travailler dans tout l'aspect énergie du bâtiment, parce que je considérais qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Et donc, je me suis formé pour ça, et suite à ça, je me suis dit, je vais créer ma société. On parle création dans un premier temps. J'étais dans une idée de création au départ, ça m'a pris quelques mois, donc j'ai cherché mes clients, etc. Ça m'a bien mobilisé. Ouais. Et puis je me suis aperçu finalement que mon idée était un peu en décalage par rapport au marché, donc il y avait c'était pas complètement adéquat, donc il fallait que je reparte de quelque chose de plus proche du secteur que les gens connaissaient, quoi. Ce que j'avais trouvé pas mal, qu'est-ce qui fait qu'au départ vous ne pensez pas à la reprise? Vous m'avez dit. J'ai appris. C'est ce que j'ai envie. Je ne voudrais pas dire autre chose que ce que vous m'avez dit, mais tout ce que vous m'avez dit, je l'ai écrit. Donc voilà, c'est ça. Vous aviez vis-à-vis de l'entreprise industrielle une idée, non? C'est un peu gros, c'est peut-être pas mon truc, c'est ça? Ouais, non, moi je cherchais quelque chose effectivement de petit à ma taille, quoi. Après, je voulais quand même quelque chose qui puisse fonctionner. Bon, ouais. Donc le départ, c'était quand même bien de créer moi-même. Comment se passe ce virage? Je m'aperçois effectivement de ce décalage entre ce que je veux proposer et puis ce qui existe sur le marché et qui, sur un secteur qui est quand même le bâtiment, qui est quand même très conservateur, quoi. Il y a chacun un rôle bien particulier, et dès qu'on veut
essayer de sortir un peu de ça, c'est vite compliqué. Surtout quand j'arrivais, moi, à zéro, quoi. J'étais zéro là-dessus. Donc, du coup, je me suis dit, ça sera plus simple de partir d'une structure existante et puis de faire évoluer, de proposer des choses en plus par rapport à ce que j'ai appris, ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis orienté sur la reprise. Et puis là, j'ai rencontré Anne-Marie, j'ai fait la formation à la CCI et tout ça. On va revenir après, puisqu'effectivement, sur comment je trouve cette boîte et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors Hélène, vous, c'est la reprise, au départ. Alors moi, c'est la reprise, parce que j'avais du coup quand même un petit pécule. Et puis l'idée, c'était de reprendre, alors je ne savais pas dans quelle activité. Je ne voulais pas refaire, je ne voulais pas repartir dans des domaines d'activité où j'avais déjà exercé, j'avais envie de nouveautés. Voilà, de vraiment expérimenter autre chose. J'avais un petit pécule de départ et je me suis dit, au lieu de créer ex nihilo, comme on dit, l'idée c'était de partir sur une base dans un secteur qui me plaisait et puis ensuite de développer l'activité un peu plus à mon image. Donc je suis vraiment partie voilà, au départ sur la reprise. Alors on va continuer Hélène et puis on reviendra avec les autres personnes sur comment on a trouvé cette entreprise. Mais ce que j'aimerais surtout c'est que vous passiez maintenant ce qui s'est passé pour vous. Donc, sans rentrer dans le détail des phénomènes de reprise, mais votre idée de départ, si je la reformule, c'est reprendre une entreprise et vous allez trouver une entreprise sur un secteur d'activité qui globalement vous plaît. Ce qu'on peut dire, c'est que les choses ne vont pas aboutir, et on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez découvert un secteur qui vous plaît. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça, c'est aussi une difficulté de la reprise. Quand, effectivement, comme moi, vous n'avez pas de secteur préidentifié, du coup, ça complexifie beaucoup les choses, parce qu'à chaque cible, on appelle ça comme ça, on est des chasseurs. Donc, à chaque cible, en fait, que vous découvrez, vous avez tout à découvrir, y compris déjà faire une étude macroéconomique du marché, savoir en fait quels sont les tenants, les aboutissants, d'un point de vue réglementaire ou autre. Enfin, voilà. Donc à chaque cible moi, que je découvrais, il fallait tout que je redécouvre. Donc ça a été extrêmement enrichissant, mais aussi, vous vous en doutez, du coup, beaucoup de temps passé et à un moment donné, les accompagnants qui sont ici avec nous sur la reprise vous disent toujours faut toujours avoir un plan B parce qu'effectivement il y a toujours des aléas, on n'est jamais un seul sur une cible donnée, il y en a plusieurs qui gravitent autour, donc il faut toujours avoir un plan B, voire même plusieurs pistes ouvertes, on appelle ça des dossiers voilà, qu'on ouvre, qu'on étudie, etc. Et moi, à un moment donné, j'en avais 4 en même temps, donc 4 secteurs d'activité différents. Et là, j'avoue que pourtant j'ai une capacité de travail importante, mais mon cerveau, il n'arrivait vraiment plus à suivre du tout. Donc voilà, et puis ça s'est fait par hasard. Donc on fait ce qu'on appelle des réponses à annonces, parce qu'il y a des cédants qui effectivement publient le fait que leur entreprise, ils mettent leur entreprise sur le marché. Mais il y a également ce qu'on appelle du coup la recherche dans le dur. Et du coup, dans le cadre de la recherche dans le dur, là c'est encore plus compliqué quand vous ne venez pas du secteur d'activité parce que du coup, vous n'êtes pas légitime d'emblée pour le cédant. Voilà. Bon, ça fait partie des différents accros que vous pouvez avoir sur le parcours. Et au final, moi, je cherchais plutôt, je me suis dit, bon, il faut que j'essaye de me recentrer un petit peu. Je cherchais dans des univers un petit peu de passion, où il y a des savoir-faire à transmettre. Et je suis tombée par hasard sur une annonce, sur une entreprise de négoce de parfums qui était sur Grasse, mais que je pouvais relocaliser dans la région lyonnaise. Et voilà, et en fait, j'ai travaillé 4 mois sur ce projet-là. J'ai découvert un univers où là vraiment, tout de suite j'ai senti que je me projetais complètement et que c'était pour moi. On poursuivra l'histoire, mais ce que je voudrais c'est que Olivier réagisse, parce que ce que vous allez voir, ils ont tous été assez d'accord sur le fait de pourquoi ils partent. Donner du sens, un petit ras-le-bol, ça bouscule, enfin ce qu'on entend dans les entreprises aujourd'hui. Mais vous allez voir sur tout le reste, ils sont d'accord 2 par 2, mais jamais les 3.
D'accord. Donc si je demande à Olivier, je dis Olivier, qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui se lance dans la reprise d'entreprise sans savoir le secteur d'activité qu'elle veut faire? Ça vous paraît facile ça ou ça vous... Moi, c'était totalement inconcevable. Ah, ça y est, vous avez vu, ça commence. Ça Voilà. totalement inconcevable parce que j'ai entendu 2-3 mots, on n'est pas crédible. Ah oui. Déjà, moi, de ne pas être crédible, je ne serais pas à l'aise. Mais Olivier, comme vous le sentez. J'ai eu une expérience, enfin un métier où j'étais jusqu'à directeur de région dans mon métier, donc très opérationnel, et donc la prétention de maîtriser ce volet. Et pour moi, c'était naturel de le maîtriser et en plus de m'y plaire et de m'éclater. M'éclater avec les relations clients, parce que je fais du nettoyage, on voit tout type de clients, ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien, ceux qui vont enfin bref, c'est très enrichissant. Je maîtrisais, et je maîtrise toujours, je pense à ma convention collective, les relations sociales et la technique. Donc pour moi, c'était inconcevable de ne pas être dans mon métier parce que immédiatement, je vois un cédant, je vois une entreprise. Déjà, quand on échange, il sait que je suis sérieux et crédible et je pense que c'est un gage de confiance parce que, on en parlera peut-être plus tard, mais la session, au moins moi, ce que j'ai vécu et ce que j'avais entendu l'an dernier, parce que j'étais dans l'auditoire, c'est que c'est quand même une histoire d'homme avant tout. Oui. Et ça, pour moi, c'est primordial et essentiel. Donc, pour moi, c'était impératif, c'est un prérequis d'être dans mon métier, et je n'ai fait des recherches de cibles que dans le métier du nettoyage. Industriel. Industriel. Il faut le préciser. Alors, Hélène, vous verrez, par contre, on pourrait dire, bah alors Hélène, vous avez fait un choix différent, mais vous allez voir ce qu'elle a découvert, et après, elle a commencé à en parler, ce qu'elle vient de découvrir, et dans le cas extrême, maintenant, elle ne peut plus changer de secteur d'activité. On y reviendra tout à l'heure, Hélène, hein, mais c'est très fort de dire que dans la démarche, vous avez découvert votre secteur, et que maintenant, vous êtes celle qui vous battez sur un secteur qui vous plaît vraiment. Oui, et puis ça, c'est une grande fierté, du coup, si je peux juste compléter, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, voilà, tout doit être tracé d'avance, etc. En fait, on ne laisse plus tellement de place au hasard. Et moi, là, je me suis dit, pour une fois, dans mon parcours professionnel, j'ai du temps et j'ai envie, du coup, de laisser un petit peu se faire les choses parce que ça doit être aussi ça. On continue, Frédéric. Pour vous, vous avez commencé à parler de votre secteur d'activité tout à l'heure, pardon. Vous pouvez le préciser encore un petit peu plus, puis on va rentrer dans comment on trouve cette activité, comment on se lance dans cette recherche. Oui, ben, pour rebondir un petit peu sur ce qu'il vient de dire, moi je partage un peu le point de vue d'Olivier sur l'idée que le projet de reprise, pour moi, il est quand même lié à au moins un secteur, au moins une attirance autour de ça. Je pense qu'il y a effectivement un problème, une notion de crédibilité et puis également, c'est quelque chose qui va servir dans la relation avec le futur cédant, mais qui va servir aussi dans les relations avec les clients futurs, dans les relations avec le personnel de l'entreprise, dans les relations avec tous les partenaires financiers que vous allez devoir convaincre dans le montage du projet. Donc oui, c'est quelque chose, pour moi c'était important. Après j'ai croisé beaucoup de gens qui étaient dans cette démarche et qui avaient pour eux, moi je veux une société qui fait tant de millions de chiffres d'euros, de chiffre d'affaires, qui fait tel résultat, après le reste, je m'en fiche quoi en gros. Je suis prêt à prendre et puis tout. qui innove et qui exporte. Oui, voilà, souvent, éventuellement, voilà. ou qui fait dans les télécoms, ou qui fait je sais pas quoi, encore que ça c'est trop précis. Voilà, mais des gens qui ont réussi à faire un projet de reprise et pour lequel ça se passe très bien. Moi, c'était pas ma vision des choses. Pour moi, il y a aussi après une grosse question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à la société une fois que vous l'aurez reprise, quel va être votre rôle dedans et quel va être... qu'est-ce que vous allez finalement lui apporter, en quoi vous allez la développer, la faire grandir, etc. Parce que après ça dépend c'est toujours une question de choix. Moi j'étais dans mon idée d'être dans ma barque, donc je cherchais quelque chose quand même d'une taille raisonnable, hein. Après c'est en fonction de vos apports personnels, etc. Mais pour moi j'étais majoritaire dans la société, j'étais voire même seul actionnaire. Ça c'était mon idée de départ. Ça veut dire que du coup ça limite la taille de l'entreprise, ça veut dire que derrière vous n'avez pas pléthore de personnel pour vous dire un qui fait
la comptabilité, qui fait les ressources humaines, etc. Ça n'existe plus, c'est où? Donc vous avez ce rôle-là à endosser, et puis vous avez après, moi je suis le premier commercial de ma société aujourd'hui, donc ça veut dire que j'ai aussi besoin de vendre ce produit, de passer du temps, etc. Donc ça c'est vraiment, qu'est-ce que vous allez apporter à la société? Ça c'est vraiment une question forte à se poser. Et comment vous la trouvez cette boîte? Alors pour trouver la société, moi j'en ai étudié effectivement, parce que pour moi le parcours a duré quasiment 2 ans. Bon, durée de temps déjà, 2 ans et demi. Il y a eu une première approche sur un bureau d'études, donc quand je dis j'en ai étudié beaucoup, mais il y en a un où on est allé vraiment très loin, c'est-à-dire quand Mais par annonce? Donc celui-là, je l'ai rencontré par réseau, en fait. Il y avait un intermédiaire quand même dans l'histoire, donc il y avait une annonce, mais je ne connaissais pas l'annonce. Donc c'est quelqu'un qui connaissait, qui savait que je cherchais ce type de choses, il me dit, ah tiens, ça pourrait t'intéresser, puis voilà, c'est parti comme ça. Et la deuxième, parce que celle-là n'a pas abouti, la deuxième société donc, sur laquelle je suis également allé loin, puisque j'ai fini par apprendre, là, c'était sur une annonce sur un site... En ligne. Voilà. Et vous m'avez dit quelque chose quand vous voyez cette annonce et cette boîte. Ouais. Vous avez comme un... Oui, moi j'ai c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé au moment, effectivement, parce qu'après on se met aussi beaucoup de barrières tout seul. On se dit, tiens, ouais, je veux une société, on se fait quand même une image de ce que ça pourrait être. Et là, moi, finalement, j'ai repris une société qui construit des maisons en bois. Et c'est pas quelque chose que j'avais imaginé précisément au début. Et puis finalement, vu le descriptif de l'annonce, ça me paraissait déjà en phase avec mon projet. Et d'autre part, abordable. Pour moi, c'était forcément quelque chose de... C'était forcément oui, quoi. Enfin, c'était pas un truc que je pouvais approcher tout seul, quoi. Et il y a comme, vous m'aviez dit, même un coup de cœur qui se passe. Après, ouais, après quand j'ai découvert la société, alors, donc on commence à avoir des exemples. Le premier exemple, c'est un réseau qui vous permet de rentrer en contact avec une annonce, avec une entreprise, pardon. Deuxième, les annonces. Olivier, comment on trouve cette boîte? Alors j'ai fait 2 démarches. La première, je me suis inscrit sur les sites d'annonces. Je ne cite pas comme, mais il y a 5 ou 6 sites importants. Mais j'ai essentiellement travaillé avec, dans le Lyon. J'avais accès à à une base de données qui s'appelle DVD Risque. J'ai ciblé, je suis allé regarder, j'avais ciblé 363 entreprises. 363. 363 au départ. Et puis, bien évidemment, j'ai resserré, jusqu'à en avoir vraiment 10. D'accord, là les choses sérieuses peuvent commencer. 10. Mais ouais, j'ai bien contacté 80 entreprises. Ah, d'accord. Entre 50 et 80, c'est sûr. D'accord, donc il y a du volume qu'il faut... Oui. Hein, c'est bien de nous fournir cet entonnoir. Oui. Alors, la téléprospection, je sais l'encadrer, je sais ce qu'il faut faire, etc. Par contre, quand on est devant le téléphone et il faut commencer le premier appel, j'ai mis au moins une semaine. Hein. Oui. Oh non, c'est trop gros, ça... Enfin bon, ouais, et puis à un moment donné, j'ai dit Coco, ça fait une semaine, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Oui, bon, ben, faut y aller. Donc j'ai structuré mon discours. Et puis alors là, extraordinaire, je n'ai eu que du plaisir. Pourquoi j'ai eu du plaisir? Parce que contrairement à de la téléprospection pour vendre, je ne vendais rien. Le barrage que j'avais, quand je dis bonjour, voilà, je souhaite à m'implanter dans le nettoyage sur Lyon, on cherche un partenaire ou une prise de participation. L'assistante, elle ne sait pas quelle décision il faut prendre parce qu'elle n'a jamais ce discours. Très bon. Donc c'est ni oui ni non, quittez pas, je vous passe monsieur Intel, que jamais au préalable demandé. Eh ben là, c'est un sacré message que vous faites passer. Ah ouais, et ça vraiment, mais à chaque fois que je raccrochais, il dit yes. Ah, mais vraiment, hein. Là, il faut se... C'est du direct, là. Très bien, mais bon témoignage. Donc on avance, ça se resserre. Ça se resserre, et puis ben, arrive un moment où il faut se voir. Voilà. Premier rendez-vous. On se découvre, on réexplique le projet, enfin au moins c'était ma démarche, je réexplique le projet, et puis je pose des questions à l'éventuel cédant, qui d'une façon générale, il est un peu comme moi, nous sommes en phase d'observation,
Allez. Globalement, ça va bien. Hein. Bon, on continuera après. Hélène, est-ce que le yes, vous avez dû avoir des difficultés, vous? Parce que quand on ne sait pas le secteur d'activité, comment on arrive à... On choisit d'autres critères, effectivement, pour trouver cette boîte, mais ça simplifie peut-être pas la tâche, si? Non, ça ne simplifie pas la tâche, mais on y arrive aussi. On y arrive. Et, je dois dire que du coup, moi j'ai acquis plein de compétences, et notamment le barrage de la secrétaire, comme tu en parlais. Pour moi maintenant c'est un peu facile, quoi, parce que là effectivement vous appelez, alors moi je n'avais pas tout à fait la même stratégie que toi, mais vous appelez un dirigeant qui n'attend pas forcément votre appel, qui ne s'est pas forcément posé déjà la question de la cession de son entreprise, pour lui dire monsieur, je voudrais vous rencontrer parce que votre boîte m'intéresse, mais pour la racheter. Voilà. Et quand dans des petites structures, souvent l'assistante, ça va être quelqu'un de la famille, donc vous n'avez pas envie non plus d'affoler tout le monde, de vous mettre à dos déjà d'emblée la moitié du personnel de l'entreprise et de faire flipper tout le monde. Donc voilà, donc on y va doucement, mais ça marche en fait. Hein. Après, vous apprenez à avoir un ton assez directif. Et en fait, vous passez le barrage assez facilement. Après, voilà, l'idée c'est d'obtenir des rendez-vous et puis de se rendre crédible. Vous avez dit quelque chose qui est important aussi, concernant l'entreprise qu'on va racheter. Vous avez cité l'aspect familial et la petite dimension. C'est quand même ce qu'on rachète, c'est des entreprises souvent de relative petite dimension. C'est pas du plus de 50 souvent quand même, parce que oui, il faut sortir l'argent. Hein. Après, bon, oui, ça dépend avec combien d'argent mais même, vous partez. Mais et puis moi l'idée, encore une fois, c'était de développer l'entreprise. Donc je voulais pas y mettre trop au niveau du prix d'achat. Parce que l'idée, c'était derrière d'y apporter rapidement ma touche. Donc voilà. Et puis j'étais toute seule. Donc voilà, après c'est ce que vous avez comme capital de départ à y mettre aussi, qui rapidement voilà, vous faire descendre du champ du possible. Bon, ça va bien. Donc on a vu, vous êtes tous d'accord sur pourquoi vous partez. L'idée, on a vu comment c'était le lien entre votre activité professionnelle, où on a vu un petit peu ces éléments-là. La reprise, on va évoluer maintenant, on va rentrer un peu plus dans le dur. Hein. Puis peut-être que je finirai par vous, Hélène, puisque le cas est un petit peu différent. Alors, oui, ça vous dirait, Frédéric, de démarrer un petit peu. Donc, cette entreprise, parce qu'il m'a dit, entreprise, il va se passer quelque chose lorsqu'il va la voir. Vous avez prononcé véritablement quelque chose qui est intéressant. Vous m'avez dit, c'est trop tôt tout à l'heure, c'est coup de cœur. Ouais. C'est coup de cœur. Donc j'arrive dans la boîte, c'est quand même sympa. Ouais. Je sélectionne les entreprises, j'arrive dans cette boîte qui m'a attiré, et là, coup de cœur, on rencontre les personnes, tout se passe bien? Oui, tout s'est bien passé. Après, il y avait un... Après, c'est vrai que c'est un peu... C'est coup de cœur, donc c'est toujours difficile à rationaliser, à expliquer clairement. Mais voilà. Enfin, oui, il y avait un produit qui était très développé par rapport à ce que j'imaginais pouvoir trouver dans une PME familiale. Il y avait plein de choses qui m'ont plu. Et puis voilà, la relation avec le cédant s'est bien passée, dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que lui aussi a apprécié et a cru en fait dans le fait que je puisse continuer la société, parce qu'en fait la société porte son nom. Hein, donc, oui, j'aimerais que vous disiez, c'est une entreprise familiale historique. C'est une entreprise donc, familiale qui a 100 ans d'âge quasiment, bientôt. Donc c'est quelqu'un de la famille qui dit stop, on arrête le lien familial et cette entreprise peut être vendue à un étranger. Donc c'est important que vous dites que... Même pas un Savoyard. En plus. Ça partait mal, Frédéric. Donc il faut vraiment que la relation soit très forte entre les personnes parce qu'il y a quelque chose comme affectif de la part de ces personnes qui vendent. Ouais, et d'autant plus forte que finalement la partie financière de la société, enfin la société était en quasi difficulté, quoi. La société était en difficulté à la limite du redressement à un moment. Donc ça veut dire qu'il fallait vraiment un gros coup de cœur pour rester accroché et continuer là-dessus. Alors, on va voir, je vois que Pierre Cotasconier, qui connaît un peu l'affaire, nous envoie un léger sourire, on va essayer d'en profiter. Pierre, est-ce que c'est rien de me dire ce qui s'est passé?
Mesdames, Messieurs, très d'accord. Avant de répondre, je ne veux pas votre question, je veux simplement faire 2-3 petits rappels sur des points. Mais on est bien d'accord. C'est le rôle que... D'accord, parfait. Ça va très bien. On a parlé, c'est Frédéric qui a parlé des relations et de se faire assister. Il y a une personne dont on n'a pas parlé jusqu'à présent et qui est, à mon avis, extrêmement importante, aussi bien pour la création que pour la reprise, en dehors du reste de la vie, c'est le conjoint. Ça, il ne faut pas l'oublier et il faut bien lui en parler parce que ça va quand même changer les relations quotidiennes. Hein. Voilà. Ce point-là, il faut bien qu'on leur demande en fin de séance qu'ils nous disent un petit mot là-dessus. Parce que c'est fondamental. Savoir s'ils l'ont gardé tout à l'heure, si vous voulez bien. Ensuite, dans la recherche de la cible, on a eu des exemples. Personne n'a parlé des intermédiaires. C'est un petit peu Frédéric, mais de loin quoi. Voilà. Donc, y penser aussi comme étant une possibilité de... Et intermédiaire... il y en a des bons. Oui. Ok. Il y en a. Rassurez-vous, les chasseurs. Après, quel secteur? Parce qu'on doit reprendre dans son secteur d'activité. On voit un peu de tout quand même. Hein. Donc, bon, c'est forcément un peu plus facile de reprendre dans son secteur. On a déjà le métier, etc. On n'a pas de nouvelles formations à reprendre. Mais je pense qu'il ne faut pas être bloqué par son secteur, effectivement. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir ailleurs. Et puis, pour terminer, la question, quand y aller, quand se décider. Alors bon, Frédéric a eu l'expression coup de cœur, moi j'avais noté le déclic. Il y a un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on sait que c'est maintenant. Et à midi, on en discutait, on disait qu'il ne faut surtout pas chercher à cocher toutes les cases. Oui. Parce que forcément, il y en a une qui ne va pas être cochée. Il ne faut pas rêver. On ne peut pas tomber tout à Et l'heure. donc, les gens qui veulent cocher toutes les cases, on les voit et en fait, on les voit très longtemps parce que souvent, ils ne reprennent pas. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'est irrationnel, on dit bon, c'est là, voilà, on y va. Il y a quelque chose qui se passe et qui va faire que... Alors à ce stade, j'ai oublié votre question. J'en avais pas, maintenant on va... Ah si, c'est sur le plan technique, comment ça s'est passé avec Frédéric? Un petit peu plus. Oui. Alors sur le plan technique, comment ça s'est passé? On peut, sans faire trop d'historique, on repart quand même du premier dossier. Je pense que c'est pédagogique, ça vaut le coup. Il faut le vivre. Le premier dossier, en fait, bon, ça passait pas trop mal. Pourquoi il a échoué? Essentiellement pour deux raisons. D'abord pour un prix qui n'a jamais bien été justifié, hormis par le fait que le monsieur voulait s'acheter une maison sur la côte, mais ça, bon, c'est pas en soi suffisant. Et puis il y a eu quand même des surprises, des éléments qui sont arrivés, jusqu'au jour où on était quand même réunis tous au cabinet pour signer le compromis. Et là, il y a eu la dernière surprise qui a fait que, bon, on leur a dit au revoir. Voilà. Je résume un peu rapidement, mais on avait le stylo à la main pour signer. Hein. Oui. On avait fait les échanges du texte du compromis, enfin on parle de protocole d'accord, mais peu importe. Et là, bon, les derniers chiffres n'étaient pas du tout ce que l'on attendait, quoi. Ah, donc ça aussi c'est possible. Ah oui, c'est possible. Bon. Et ça fait partie des difficultés que l'on peut rencontrer. C'est même assez curieux d'ailleurs, parce qu'on est en face d'un vendeur. Donc s'il est vraiment vendeur, normalement il doit tout mettre sur la table, et on se rend compte que la transmission de ces renseignements, c'est pas toujours évident, quoi. Alors ça peut venir de la personne, hein. Ça peut venir aussi d'autres raisons. Alors là, on peut parler du deuxième dossier. Alors, ça a dû être quand même particulièrement dur pour Pierre, Frédéric, pardon, mais pour Frédéric, ça a dû être assez dur. Il faut avoir cœur quand même, effectivement, parce que on peut le ressentir comme un échec. Exactement, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Je crois que c'est d'ailleurs... Ah non, c'était mon associé Frédéric qui était samedi. En fait, c'est pas un échec. C'est un enseignement, c'est quelque chose qu'on apprend. Parce que votre parcours de repreneur ou de créateur d'ailleurs, ça va pas être un long fleuve tranquille, il ne faut pas rêver. Hein. Il va y avoir, pas chaque jour, mais enfin assez souvent, des petites épreuves à surmonter. Bon, ça en est une, mais rien de catastrophique. Il vaut mieux savoir s'arrêter. Oui. Que dire j'y vais, tant pis, et puis après avoir des surprises qui sont, elles, insurmontables, mais c'est trop tard. Qui d'entre vous, dans la même rubrique, m'a dit
le vendeur, il faut encore qu'il soit vendeur. Qui c'est qui m'a dit ça? Il y en a un de vous trois qui m'a dit, c'est vrai que le vendeur, par moment, on n'est même pas sûr qu'il soit vendeur. C'est vous, Hélène? Il y en a plein, et surtout quand vous êtes en approche directe, du coup... Ils veulent vendre et on... Le type, il faut se mettre à sa place, on vient frapper à sa porte, c'est un peu intrusif, et on lui dit, bon, est-ce que... Donc il se dit, oui, pourquoi pas, je vais savoir combien je peux revendre éventuellement ma boîte, je peux faire monter les enchères. Je pensais pas au début, parce qu'au début ça peut se comprendre, mais je pensais plutôt que dans le cas de Pierre qui évoque cette affaire où on bute sur quelque chose qu'on ne s'explique pas tellement, et on a vu des cas où au dernier moment le vendeur n'était pas forcément vendeur non plus. C'est plutôt à ce moment-là que je te dis. Mais je retrouverai celui qui me l'a dit, je vous le dis quand même, puisque je ne vais pas vous le Non mais c'est Pierre, c'est Pierre. Ah non, c'est pas Pierre, c'est un des trois, j'ai les noms. Pour parler de ce refus du vendeur, il faut se mettre à la place d'une personne qui passe son temps dans une entreprise, c'est son bébé, surtout si c'est lui qui l'a créé en plus. Et un jour, on lui dit, on va lui racheter. Alors, dans un premier temps, pour faire simple, il voit surtout le billet de banque qui arrive. Puis après, il va commencer à se dire, mais je ne suis plus rien dans cette entreprise, je ne fais plus rien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? On peut faire tant de choses de sa vie, mais il faut quand même que tout ça, ça évolue, et ça peut évoluer plus ou moins lentement. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à un moment donné, ils disent non, c'est pas possible, je ne peux pas me défaire de ça. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est vous, Hélène. Je ne veux pas cacher, mais c'est vous, Hélène. Mais c'était dans le feu de l'action, Hélène. Mais c'était quand même vous. Ce que je voudrais dire, Pierre, est-ce que par rapport aux entreprises que je peux reprendre, il peut y avoir une différence entre une entreprise familiale qui est à vendre et une entreprise de quelqu'un qui a racheté, qui revend? Est-ce qu'on a moins d'affectif, une autre approche qui est plus financière? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là derrière? Parce que tu viens de dire l'entreprise familiale comme Frédéric. Oui, enfin l'entreprise familiale, je crois qu'il y a plus de différence entre l'entreprise qui a été créée par le vendeur. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, d'accord, ok. Mais je l'ai mal dit. Mais ça peut arriver, Claire. Et oui, alors, non, parce qu'entreprise familiale, ça peut être une entreprise familiale qui a été elle-même reprise. Oui, non, c'est ça, c'est créé par... celui qui l'a créé, c'est vraiment son truc, donc ça peut être un peu difficile. Et psychologiquement, ça se comprend. Si c'est technique, ça peut renforcer l'idée qui a été abordée de dire on a intérêt à avoir le feeling technique avec lui, parce qu'il faut tous les éléments pour le convaincre. Ça peut jouer, ça, Frédéric? Technique et personnel. Oui. On se comprend mieux, non? Oui, bon, oui, question suivante. Merci. Oui. Parce qu'on a besoin d'éléments pour que ça passe. Et vous l'avez vécu en direct. Oui, il faut qu'il y ait un... Oui. Il faut qu'il y ait ce... Moi, je n'en parle un peu plus tard, mais mon cédant ou l'entreprise que j'ai rachetée, c'était lui qui avait créé l'entreprise. Et je l'ai contacté, il n'était pas vendeur. Ah, vous voyez, Hélène? Ça, oui. Il n'était pas vendeur du tout. Et je pense qu'il a ressenti qu'il allait pouvoir me transférer son entreprise et que ça allait pérenniser. D'accord. J'en suis convaincu. Je pourrais le développer. Pierre, on continue sur la deuxième affaire? Alors sur la deuxième affaire... Le rebondissement, Frédéric, il apprend beaucoup. Parce que bon, on veut la faire, effectivement, et puis en grattant un peu, donc c'est là qu'il faut bien prendre du temps pour essayer de recueillir le maximum de renseignements dans tous les domaines d'activité, comptabilité, commerciale, sociale, etc. Et petit à petit, quand même, il y avait des choses bizarres qui nous arrivaient. Bon, pour tout dire, l'entreprise était quasiment au bord du bilan, voire peut-être qu'elle aurait déjà dû le poser. Enfin, bon. Et continuer à vendre. Voilà. Donc, alors, on a fait des allers-retours. Est-ce qu'on achète la société, le fonds de commerce, la société, etc. Et finalement, vous allez racheter la société. On peut dire le prix? Oui, chez vous. 1,24 €. 24 centimes. Voilà. Hors taxe? Non, il y a le droit d'enregistrement, mais ça va, là, c'était pas cher. Donc, alors ne pensez pas qu'il est libre de tout engagement financier, bien entendu. Si c'est pas sur le prix, c'est sur la reprise d'autre chose. Voilà. Le sac est un peu chargé quand même, mais ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est inquiétant, et on en reparlait encore à midi. C'est vrai que nous, au cabinet, et non, on disait, allez donc voir ailleurs, il doit bien y en avoir qui marche quand même. Bon, alors même que Anne-Marie en est témoin, je n'hésite pas à indiquer des entreprises à reprendre qui sont à la barre du tribunal. Ça peut très bien se faire. Après, il faut savoir pourquoi elles sont là, dans quelles conditions on les reprend, etc. Mais ça peut être des occasions.
Frédéric, je vous demanderai tout à l'heure comment ça se passe aujourd'hui. En tous les cas, depuis le départ, votre sourire nous laisse penser que c'est une belle aventure, mais c'est vrai que vous avez beaucoup appris. Et Hélène vous dira aussi qu'elle a beaucoup appris. Olivier. Mais je pense pouvoir dire, je terminerai, que sans vouloir parler à la place de Frédéric, il a eu des nuits un peu agitées quand même. C'est le long fleuve tranquille qui n'existe pas. Olivier, alors, on recherche cette entreprise en approche directe. Oui. Vous savez ce que j'ai apprécié dans ce que vous m'avez dit, on en a deux en phase finale. Ah ben, si on arrive oui, à la phase finale, j'ai... Ou si vous avez autre chose, excusez-moi, si vous avez autre chose que vous voulez préciser avant, hein, c'est vous qui avez le contenu, pas moi. Peu importe. Les premières entreprises que j'ai vues, la première en l'occurrence, c'était par une annonce sur un site. Et c'est quelqu'un qui était audioprothésiste, qui avait racheté une boîte de nettoyage parce qu'il avait de l'argent, il pensait que c'était un petit métier, facile. Et puis il s'est aperçu qu'il fallait travailler, que c'était compliqué, que la concurrence était sauvage, donc il a mis son entreprise à vendre, à mon avis beaucoup trop cher, et je crois qu'il prenait à peine le SMIC en salaire. Donc je lui ai dit, écoutez, c'est cher, et moi je ne souhaite pas reprendre une entreprise pour être rémunéré au SMIC, donc si légitimement je peux prétendre à tel salaire, on va le défalquer, etc. Et je pense, comme c'était la première entreprise, je l'ai fait de façon un petit peu tranchée. Oui. Et ça a coupé, tac, hop, ça a été fini, ça n'a rien changé. Et cela étant, l'expérience que j'en ai rapidement prise, c'est qu'il fallait, déjà ménager, parce que le créateur ou le chef d'entreprise, il a son ego et il faut le respecter. On ne peut pas dire du mal de son entreprise, ou si on le dit, il faut le dire avec les formes. C'est super important. Oui. Certains arrivaient même jusqu'à dire il faut qu'on choisisse une première entreprise sur laquelle on s'essaye pratiquement, absolument. Et on verra après. C'est ça. Ça, c'est évident. Parce que ça, c'est un gros message. On y reviendra, Hélène. C'est un gros message. Et si possible, je vais rajouter quelque chose, et si possible, on s'essaye sur cette première cible avec nous, en même temps, c'est-à-dire en chambre, sans jeu de mots, pour travailler au niveau financier, au niveau valo, pour pouvoir finalement acquérir un certain nombre de compétences, mais sans trop d'impact, puisqu'on sait que c'est la première. Bon, voilà, hein. Donc il y en a beaucoup qui ont fait ça. Allez, on continue, Olivier. Donc j'avais une dizaine d'entreprises, j'ai deux que j'ai, c'est moi qui ai refusé de poursuivre. Et arrive un moment, j'ai deux entreprises cibles. Alors là, j'aime bien. Deux entreprises cibles dans le même métier, le même chiffre d'affaires, mais quelque chose qui diamétralement, j'ai envie de dire diamétralement opposé. Un monsieur, un cédant pourru, qui disait pas grand-chose, et puis un qui parlait. Et puis, à un moment, on demande les bilans quand même. Et puis, en l'occurrence, le dernier, et je me souviens, c'était en juin l'an dernier. Et puis, c'est sympa avec celui qui parle beaucoup. Oh, j'avais plaisir. Il y avait des choses dans cette entreprise, une pseudo-organisation. Ah, mais il y avait une organisation. Il y avait du monde qui faisait tout à domicile et qui n'avait aucun délégué, à part du personnel au vent, le bourru. Et puis, il y avait l'autre qui avait une assistante à temps partiel, une comptable à temps partiel et un responsable d'entrepôt. Vous posez des questions, là? Je ne me suis pas posé des questions, j'ai téléphoné en pleine journée et j'attends encore que l'assistante me réponde. Donc je me suis dit, si je suis client, je ne suis pas content, qu'est-ce qui va se passer? Et puis je me suis dit, mais en même temps, c'est normal que les résultats ne soient pas bons puisqu'il a tellement de frais et qu'il ne fait pas grand-chose. Parce que lui-même m'a avoué, il m'a dit, ah là j'ai repris les rênes, mais vous savez, j'ai été longtemps le dernier dans l'entreprise, c'est les autres qui me tiraient. Non, mais c'est du vécu. Hein. Et ça fait un benchmarking. Vous assurez que là, vous dites, elle est là, la solution, la réponse. Et le bourru en question, il disait quelque chose parce que systématiquement, à chaque entretien, je préparais mon entretien avec les questions auxquelles je voulais des réponses. Et systématiquement, à l'issue, je faisais un compte-rendu que je relisais, etc. Et ça me permettait de... Et il m'arrivait, à 2-3 réunions d'après, d'essayer de recouper. Et ça matchait tout le temps.
Donc c'est rassurant. Ah ben c'est clair. Par contre, quelque part, vous faisiez le choix de devenir le monsieur à tout faire dans cette entreprise. Ben, c'est ce que j'ai fait. Ah, voilà. C'est ce que Alors j'ai que fait. c'est important ce que vous dites. Alors souvent, je reviendrai sur la notion de grand groupe par rapport à la toute petite entreprise tout à l'heure, mais c'est vrai que ça aurait pu être un pseudo-choix de la facilité, de dire il y a une petite organisation, donc comme le faisait le précédent, je me dégage un peu du quotidien. Vous dites clairement, mon métier c'est ça, je fais le choix du métier et j'y vais. Exact. Et du résultat, parce que je n'avais pas envie de mettre et mon argent éventuellement de solliciter un financier avec un risque. Là, je savais que je reprenais les chaussons et puis c'était parti. La négo, ça se passe comment? Bien? Tout va bien? Ouais, très bien. Ah oui, oui. Alors, dans les deux cas, je leur demandais, c'est moi qui demandais le prix de vente, et jamais moi qui disais ça vaut autant. Il y en a un qui était le double de l'autre. Mais bon, je sais que c'était une partie sketch, mais non, c'était prix, ça n'a jamais été un problème. Pierre, une réaction? Ça fait plaisir quand ça se passe bien. Oui, je pense au prix. Quel est le prix de l'entreprise? C'est ça la question? Non, je sais pas. Parce que alors là, C'est la négo, c'est pas sûr. Ça peut bien se passer des fois. Ah oui, non, la plupart du temps ça se passe bien. Bon, oui, non, mais ça se passe bien, effectivement, jusqu'à un certain point où peut-être que justement la dernière définition du prix pose problème parce que voilà, il me manquait un élément ou un élément qui n'est pas expliqué. Voilà. Mais les négociations en règle générale se passent bien, mais bon, si on s'entend pas, on va voir rien. Vous faisiez l'analyse, la valorisation avant d'aller voir vos cédants, Olivier, que vous aviez appris avec nous, pour voir si vous étiez loin ou pas trop loin. Au fur et à mesure des étapes, donc on fait la téléprospection, au fur et à mesure des étapes, parce que le process avance et puis on sent que même on s'était préparé, mais à un moment, il y a des vrais points techniques. Et là, on a besoin des conseils. Et effectivement, moi, je me suis inscrit à la formation de la CCI, les 5 jours pour reprendre. 2 jours de expert comptable, 2 jours de stratégie et 1 jour de droit. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à analyser le bilan, à en parler avec le cédant, à en parler avec des banques. Ça vous a fait gagner du temps dans l'analyse des dossiers, un petit peu? Peut-être, mais ça m'a rendu beaucoup plus crédible auprès des banquiers, ça. Alors ça, c'est... Il posait 2 questions, et tout de suite, la petite question piège, mais si on patauge ou qu'on sait tout de suite, il sait qu'on maîtrise son dossier, après on parle de chiffres. Hélène, vous allez avoir beaucoup d'éléments à nous donner sur ce que vous avez appris, mais ce que j'aimerais, c'est que maintenant, on a identifié cette entreprise, qu'on voit un petit peu comment ça s'est passé, ou pas passé d'ailleurs, et puis comment on a ce virage qui va se produire. Donc on a choisi cette entreprise qui nous plaît, qui nous permet de découvrir un produit qui va nous plaire, un secteur d'activité, et pourtant, cette négociation, qu'est-ce qui se passe, Hélène? Alors la négociation, ça s'est merveilleusement bien passé. Pendant 4 mois, donc moi je faisais les allers-retours à Nice, c'était l'été, en plus c'était plutôt sympa. Je disais, quand est-ce que vous m'emmenez, Hélène? Voilà, tout à fait, Anne-Marie voulait venir avec moi. Donc ça s'est très très bien passé. On a signé donc, première lettre d'intention, fin juillet. Et puis lui, il était pressé de vendre parce qu'il avait un projet, donc il partait à la retraite, mais il avait un projet pour sa femme qui était plus jeune, de partir en Asie pour monter quelque chose pour elle. Et il avait besoin d'avancer des fonds. Donc du coup, il nous a mis la pression vraiment sur le calendrier. Donc on a signé du coup fin juillet et on s'était dit mi-septembre, début septembre, on signe le protocole, on lève les conditions suspensives fin septembre. Et l'idée c'était que moi je sois la tête de l'entreprise le 15 octobre. Donc voilà, on avait une grosse pression du temps. On a effectivement signé le protocole début septembre avec mon avocate. Voilà, donc ça s'était bien passé, hein, tout se passait pour le mieux, on était d'accord sur à peu près tout. Après, effectivement, il y a toujours des détails voilà, qu'on discute. Et puis, donc, il devait produire un bilan intermédiaire, puisque moi, je n'avais pas de visibilité sur les chiffres de l'entreprise depuis la fin de l'année d'avant. Pour le 15 septembre, et là le 15 septembre, alors moi en parallèle donc je devais relocaliser l'entreprise sur Lyon, donc je cherchais des locaux, des salariés, enfin bref. Et le 15 septembre, il nous a fourni donc la date butoir, il nous a fourni donc sa situation intermédiaire qui était catastrophique. Donc en fait il a pompé toute
la trésorerie de la boîte. Ça rappelle quelque chose. Voilà, donc la fin de l'histoire, donc brutalement, donc moi qui étais dans un rush de fin de marathon, tout s'arrête. Et voilà quoi, donc là c'est une grosse déception, effectivement, un sentiment d'échec, voilà, j'ai pas compris du tout, parce qu'effectivement il avait été super transparent, j'avais rencontré vraiment tous les partenaires, tous les fournisseurs, etc. Et j'ai compris après coup qu'il avait trouvé plus offrant, comme on avait signé le protocole, était engagé, il ne pouvait pas sortir, sauf à du coup avoir une condition suspensive qui n'était pas levée, et voilà, ce qui a été le cas. On a fait un peu à l'envers. Mais je ne sais pas, je poursuis du coup. On va peut-être demander à Pierre qu'il réagisse par rapport à cette avancée de l'affaire. Sur deux choses, sur la surprise du chef quand la situation intermédiaire arrive et qu'elle n'est pas du tout ce que l'on attendait, ça c'est un petit classique quand même. Parce qu'à un moment donné, il faut bien montrer les choses telles qu'elles sont, parce que cette situation intermédiaire va être auditée par l'expert comptable choisi par l'acheteur, qui n'est évidemment pas, ça c'est l'erreur à ne pas faire, l'expert comptable du vendeur. Je ne vous vends rien, je ne suis pas expert comptable, grâce à Dieu. Donc là-dessus, c'est important quand même. Et tout à l'heure, j'ai eu une petite hésitation avant de vous répondre, parce que je réfléchissais à ce qu'avait dit Olivier, et je suis un peu lent dans la réflexion, par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport au fait que le dirigeant était dans l'entreprise et au contact direct de l'entreprise et des clients. Finalement, l'erreur que l'on peut retrouver le plus souvent et qui peut être souvent à l'origine d'un échec, c'est de dire j'ai acheté une entreprise, je m'assois au bureau et je regarde les autres faire. Ça, je pense que ça, c'est pas possible. Et on a vu, enfin notamment je pense à un exemple au cabinet, où une personne qui était administrateur d'une très grosse entreprise, en l'occurrence Bayer, quand même, il a voulu créer son entreprise et ça a échoué parce qu'il était assis au bureau et il attendait que sa secrétaire lui amène un stylo, qu'un autre lui amène quelque chose. Et là, c'est pas possible. C'est vous qui êtes concerné, c'est vous qui êtes au charbon, si j'ose dire. On leur fera évoquer ce point-là tout à l'heure, Pierre, sur venant d'entreprises structurées aujourd'hui, quel est leur quotidien. Ouais. Mais j'aime bien l'histoire d'Hélène maintenant, puisque on pourrait dire Frédéric, tout à l'heure, il a eu des rebondissements difficiles, hein, parce que comme vous dites, quand on n'aboutit pas après X mois, ben, c'est délicat. Et alors vous, par contre, globalement, on pourrait dire que de cette phase délicate, vous avez découvert un secteur d'activité qui vous plaît, une passion, et du coup, ben, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, donc après cette déconvenue, du coup, j'avais encore mon plan B, etc. Donc j'avais d'autres dossiers de reprise que j'ai étudiés également. J'arrivais plus à faire confiance, en fait. Donc à partir du moment où je me suis dit, non, mais là, ça va vraiment être compliqué, je me suis dit, mais en fait, ce secteur d'activité, tu t'es projeté pendant 5 mois, c'est vraiment un truc où il y a plein de choses à développer, etc. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi tu ne créerais pas dans cet univers-là, rester avec des partenaires là, qui ont tout un savoir-faire ancestral et qui ont envie de le transmettre, mais de le faire un petit peu d'emblée, du coup, à ma façon. Et du coup, j'ai créé, voilà, donc j'ai créé l'an dernier, une entreprise qui fait du souvenir de Lyon et de la région, là vous avez première gamme de produits, avec une dimension olfactive. Voilà. Donc je ne suis pas repartie avec les fournisseurs de mon excédent, parce que du coup je voulais vraiment être clean et couper vraiment les ponts, voilà. Mais voilà, ça m'a ouvert, voilà, le champ des possibles, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il y a autre chose que vous avez dit très fort par rapport à toutes ces expériences qui parfois sont délicates, tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que par obligation quelque part. Alors oui, c'est le parcours du repreneur, donc vous l'avez compris, c'est long, c'est beaucoup de travail, on ne dirait pas, mais c'est énormément de travail. Je l'ai dit tout à l'heure, en termes de négociation, du coup vous avez des négociations très particulières. En termes de lecture de bilan, etc., même si on est accompagné par ce qu'on appelle la Dream Team dans le jargon, donc effectivement un avocat et un expert comptable,
il faut que vous soyez quand même un minimum d'autonomie pour lire les bilans. Donc quand vous en êtes à votre 15e, voilà, donc moi aujourd'hui je suis chef d'entreprise, autant vous dire que j'ai pas de problématique avec, pour discuter avec les partenaires financiers, je maîtrise complètement et c'est cette expérience de reprise qui m'a permis d'acquérir ça. Plein d'autres choses. Qu'est-ce que j'oublie? Je vous disais aussi, moi j'étais sur plusieurs secteurs d'activité différents, donc analyse sectorielle. Après, maintenant je suis dans ma démarche de prospection de mes clients. Donc assez facilement, j'arrive à me mettre à leur place en me disant, eux ils sont dans tel secteur, donc leur problématique c'est plutôt ça, ça, ça. Et donc moi avec mes cadeaux d'affaires, là, je vois là comment je peux aborder les aborder. Donc c'est plein de compétences que j'ai acquises tout au long de ce chemin et qui me servent encore aujourd'hui et qui me serviront demain. Une reformulation facile. Olivier démarre en se disant si je trouvais un job, il rachète une boîte. Hélène dit si je rachetais une boîte, elle en crée une. Il voulait en créer une, il en rachète une. C'est aussi simple que ça. Hein, c'est ça à peu près. Donc c'est des parcours, c'est tout ça la reprise d'entreprise. Pour laisser la parole à la salle tout à l'heure, ce que j'aimerais peut-être... Il faut être très souple dans sa démarche. Oui, maintenant la mode c'est l'agilité. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ce que j'aimerais peut-être plus rapidement, j'ai trois grandes questions à vous poser. Comment ça se passe aujourd'hui, rapidement, et puis le lien avec le cédant, très rapidement, donc Hélène, vous avez un joker. J'aimerais un élément sur la famille, ce qu'a dit Pierre, quel est l'impact sur vos familles, et puis quelque chose qui est mon dada, venant de grands groupes, de grosses boîtes. C'est quoi ces petites boîtes que vous avez rachetées? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Et puis après, vous terminez en donnant un conseil. Après, on fait la parole à la salle. Allez, le quotidien. Frédéric, qu'est-ce qu'on a fait avec le repreneur, le cédant? Ah oui, autre chose. Frédéric, vous êtes associé. Oui. Alors, rapidement, on le dit ou je le dis? Parce que je sais tout, moi. Non, je vous l'ai dit. Oui, effectivement, moi je me suis associé donc, avec un des salariés de la société, qui est aujourd'hui le responsable technique de la société. Pour moi, c'était un élément clé de la société, donc il fallait absolument pas que je le perde parce que c'est lui qui définit finalement le produit et qui l'adapte à chaque cas, quoi. Donc, précieux. Il y a vraiment précieux. Bon, donc du coup, on s'est associés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'initialement, le cédant voulait lui vendre la société. Et puis, pour un problème d'assises financières, en gros, ça s'est pas fait avec lui. Je pense qu'il y avait aussi un peu de peur de sa part. Donc, il est... et aujourd'hui, on est associés. Donc, lui, il a 20% de la société. Même si on n'a pas acheté cher, on a quand même 20% de... Donc ça c'est effectivement un point important. Aujourd'hui au quotidien, ça se passe assez bien. Il y a des nuits qui sont plus compliquées que d'autres. Pierre les a qualifiés La société ayant connu des difficultés financières, bon, ça en soi on arrive à le régler. Il y a des procédures administratives qui existent pour vous aider là-dedans, etc. Donc ça on s'est fait aider, on a mis pas mal de choses en place. Mais disons qu'après au quotidien, ça complique quand même pas mal les relations avec les fournisseurs, les relations avec les banquiers, etc. Donc tout ça c'est à gérer et ça empêche un peu de dormir. Ça vous plaît ? Comment réagit la famille? Après. Olivier, l'association, ça vous plaît ça, hein? Joker? Quand je me suis lancé dans la reprise d'entreprise, la recherche d'entreprise, je devais être avec un partenaire financier à qui j'ai présenté un certain nombre de dossiers. Et alors? Et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'était pas le bon endroit, c'était pas le bon chiffre d'affaires, c'était pas la bonne renta, donc à un moment donné... Ça n'a pas été le bon associé. À un moment donné, je lui ai dit, j'en ai une, je vais la faire tout seul, et je l'ai fait tout seul, et je suis très content. Je suis très content de ne pas être associé et d'être mon seul maître à bord. Ça se passe bien aujourd'hui? Parfaitement bien. On passe sur l'autre phase, l'impact sur la vie de famille. Est-ce que c'est délicat? Est-ce qu'il faut le prendre en compte? Oui, je crois que c'est alors, déjà, à l'origine, ma conjointe était OK pour ce projet. C'est important. Oui, c'était aussi essentiel. Je pense que c'était essentiel. Ça évite de faire le chou. Ouais. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'en suis convaincu. Chef d'entreprise d'une petite entreprise, c'est beaucoup de travail.
D'accord. Alors, on peut faire le lien avec la notion de gros groupe si vous voulez, dans ces constats. La notion de gros groupe, ça a été 5 semaines de congé, ça a été 22 jours d'RTT, ça a été plutôt les week-ends normalement. Ouais. Et puis, même si on prend tout à cœur, mais enfin, on en est quand même plus impacté de façon limitée. En revanche, là, je travaille lundi à dimanche. Je travaille de 4h du matin à tard. Je prends beaucoup de plaisir. C'est important. Parce que là, pour le coup, tout ce que je peux mesurer, je sais que c'est directement ou à droite ou à gauche, mais c'est dedans. Non mais c'est quand même pour ça qu'on bosse. On est d'accord. J'ai la décision avec mon épouse de ne pas prendre de vacances cette année. D'accord. Et puis il y a une relation client qui est très différente. Oui, vous êtes le décideur. Oui, avec l'impact, quand mon plus gros client m'appelle, qu'il est pressé de me voir, je sais ce qu'il faut faire pour ne pas y aller tout de suite pendant qu'il est bouillant, mais il ne faut pas tarder non plus. Ouais. On est d'accord. On a moins d'autres éléments sur les fonctions d'entreprise, on fait tout? Ah ben je fais tout. Bon, eh ben, très bien. Frédéric? Donc sur l'impact familial. Familial, et puis je passe du grand groupe à... Oui, d'accord. Hein? On va commencer par la famille. En plus, ouais. Donc la famille, oui, pour moi, c'est effectivement un point clé, essentiel et initial, dans le sens où en plus c'est presque la famille qui m'a poussé. Enfin, bon, moi j'avais ma petite envie, mais ma femme m'a fortement poussé aussi dans cette voie, sachant qu'elle-même elle a entrepris il y a quelques années, que ça se passe bien, donc ça donne aussi envie. Ça facilite. Et tout ça. Voilà, et puis qu'elle accompagne aussi les gens dans ces démarches, enfin, bref, quoi, donc il y avait quand même pas mal de choses qui pouvaient aider. Pour moi c'est fondamental parce que la famille c'est aussi une ressource finalement, parce que vous allez être vous avez des moments plus faciles que d'autres, on l'a évoqué. Donc il faut aussi qu'ils comprennent pourquoi vous pouvez être de moins bonne humeur à un moment qu'à un autre, parce que vous avez appris quelque chose qui a remis en cause un temps de travail, etc. Donc voilà, il y a des moments où c'est plus dur, il faut qu'ils puissent vous soutenir, qu'ils puissent comprendre. Donc ça veut dire aussi qu'il faut échanger avec eux, il faut leur raconter ce qui se passe, ce que vous vivez. C'est aussi un point pour moi qui est super important, c'est que c'est une histoire où finalement on est seul. Donc il faut s'entourer, il faut se faire aider parce qu'on ne sait pas tout faire, loin de là. Et donc on a parlé de Dream Team, il y a la famille d'abord, il y a la Dream Team, il y a des partenaires qui vont après vous aider, les banquiers, les business angels, je ne sais pas quoi. Il a dit de stocker de boîte au quotidien. Et ouais, donc voilà, ouais, donc pour ça c'était effectivement important. La vie au quotidien, ouais. Sur quoi Sur la petite boîte, votre quotidien, ce qui vous change. Ouais, ça change. Il y a plein de choses à faire. Moi j'ai découvert plein d'aspects. Il y a des trucs qui m'inquiétaient. Je me disais, ça je vais jamais savoir faire. Et puis finalement j'y prends un plaisir fou. Voilà, donc on fait plein de choses, mais on y trouve, comme vous l'avez dit, par contre, du plaisir. Ouais, beaucoup. Après, c'est très artisanal, hein, ça reste des fois, on refait, on fait des trucs, on se dit, tiens, l'autre fois j'ai déjà fait ça, mais je vais moins dur la deuxième fois. Allez, Hélène, c'est pas parce qu'on crée qu'on ne rencontre pas les mêmes... Ouais, un entrepreneur, c'est un couteau suisse, hein, donc un jour vous faites la stratégie, le lendemain vous faites, là en ce moment je suis en pleine prospection commerciale, donc je suis directeur commercial. Demain matin, il faut que je fasse le ménage dans le local. Voilà, vous faites mais tout de A à Z. Donc, mais d'un autre côté, ça a aussi quelque chose de super. Enfin, moi je trouve que c'est génial parce que vous n'avez pas une journée qui ressemble à l'autre. Et ça, dans mon cas, c'est ce que je cherchais. Et c'est précieux. Allez, on termine. Désolé de vous bousculer si on veut donner le temps à la salle. Conseil, si on devait, mais très rapidement, un conseil que l'on peut donner aux personnes qui nous ont accordé leur temps. Entourez-vous, ça vient d'être dit par Frédéric et en fil conducteur dans tout le long de nos témoignages. Entourez-vous dans tous les cas, parce que quoi que vous fassiez, création, reprise, entourez-vous. Moi j'ai la chance aujourd'hui par exemple d'être dans une pépinière d'entreprise. Si vous voulez qu'on en parle à l'issue de la conférence, ce sera avec plaisir. C'est du bonheur. Parce que vous êtes seul
dans votre parc, mais vous êtes dans un port d'attache qui est super. Vous avez vu, ça a été repris. Olivier, autre chose? Non. Imaginez qu'il faudra beaucoup travailler, Oui. mais avec beaucoup de succès. Imaginez le couteau suisse, j'aime bien l'idée, Oui. mais c'est exactement ça. Moi, j'avais noté rester humble. Oui. Oui. Ça fait du... Moi, quand j'ai démarré, j'ai écrit à certains membres de mon réseau. Il y en a un qui est chef d'entreprise à Lille. Il m'a dit, tu vas voir, ça change un homme. Et c'est complètement ça. Ça, je trouve que ça responsabilise d'une façon que je n'ai jamais connue, alors que j'avais beaucoup plus de responsabilités. Bien d'accord. Important. Merci Frédéric. Vous pouvez conserver la marque. Comment? Vous pouvez conserver la marque. Oui, non, voilà, enfin, moi, les points importants dans la démarche, c'est d'être bien au clair sur son projet, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez, dans quelles conditions et comment, pourquoi est-ce que vous en êtes là, est-ce que vous l'avez vraiment choisi, est-ce que vous êtes poussé et puis vous le faites. Enfin bon, en tout cas, il faut vraiment être clair parce que de toute façon, vous allez être confronté à tout un tas de gens qui vont vous remettre en cause, qui vont vous questionner, qui vont vous mettre pas des obstacles, mais en tout cas qui vont remettre en cause finalement votre projet en vous disant mais vous êtes sûr que vous êtes la bonne personne, et il va falloir expliquer, donc il faut être soi-même convaincu pour que on donne l'image de l'être et qu'on est vraiment la bonne personne pour faire ça. Après, pour moi, la démarche de la reprise, c'est très modélisant en tout cas par rapport au travail qu'on a après à faire en tant que chef d'entreprise. Parce que on porte un vrai projet, on est seul à prendre ses décisions et donc du coup voilà, il faut s'entourer, il faut se faire aider et il faut tenir la distance. Pierre, tu as des éléments techniques? Merci Frédéric. Des éléments techniques. Tout a été dit? Oui, non, j'ai noté une petite chose sur l'association et l'association avec un salarié de l'entreprise. Ça, quand c'est possible, c'est assez proche de l'idéal parce que ça valorise le dossier vis-à-vis d'un personnage qui est extrêmement important aussi, c'est le banquier. Parce que ça crée une continuité dans l'activité. Merci. Anne-Marie, au travers de tous ces exemples Au travers de tous ces exemples, au travers de mes 5 années d'expérience avec l'animation du club, je pense que les bénéfices que vous m'avez fait remonter, c'est la formation, l'animation, être avec d'autres dans le club, c'est acquérir de la crédibilité, vous l'avez dit, je pense, avec vos cédants, avec vos banquiers. Et puis, il me semble aussi que plusieurs l'ont dit, et pas forcément aujourd'hui, mais d'autres, que ça vous a aidé à gagner du temps dans l'analyse des dossiers, c'est-à-dire, voilà, vous ouvrez un certain nombre de dossiers avec l'approche directe, faut y aller carrément, mais il y en a beaucoup. Donc, avec certaines méthodes et certains outils qu'on vous transmet, vous pouvez analyser plus vite et dire celui-là, non, je passe, je prends pas, voilà. Et gagner du temps aussi. La crédibilité et cet apprentissage-là, je pense que c'est important. Et puis, je voulais peut-être finir en donnant des petites statistiques sur notre club. 60% des membres du club que nous appelons chasseurs, vous l'avez entendu tout à l'heure, 60% ont repris. Et les 40 autres pourcents, on les divise en deux. 20 ont créé, comme Hélène, et souvent ont créé après le parcours de la reprise, et 20% sont restés salariés parce qu'ils se sont dit que finalement l'entrepreneuriat c'était pas pour eux, donc tout est positif. Donc je pense que c'est important peut-être pour vous d'avoir ces chiffres dans la tête. Voilà. Et puis sinon, que vous dire avant les questions, c'est que vous pouvez nous retrouver tout à l'heure pour qu'on puisse en parler de façon plus, on va dire, confidentielle, en bugne à bugne sur le stand des CCI.